Donc bonjour à toutes et à tous, ravi donc de vous retrouver aujourd'hui pour le premier numéro de ce webinaire 2.0 organisé par Genius. Donc on va parler d'un sujet qui fait rêver, mais qui pose aussi beaucoup de questions concrètes, c'est l'export. Et aujourd'hui, on cap sur l'Irlande. Alors pourquoi l'Irlande pour commencer? Parce que c'est un marché qui est à la fois accessible, anglophone, donc qui simplifie beaucoup de choses, et très dynamique sur la santé numérique et souvent perçu comme une porte d'entrée vers l'international. Mais comme toujours, entre la théorie et la réalité terrain, il y a souvent un écart. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de combler aujourd'hui avec les retours d'expérience concrets et sans filtre de nos collègues de Business France. Mais avant toute chose, petite présentation de Genius. Donc Genius, pour ceux qui ne connaissent pas encore Genius ou ceux qui connaissent, Genius, c'est le copilote des innovateurs en santé. Donc concrètement, l'objectif est simple, c'est vous faire gagner du temps, vous aider à éviter les erreurs classiques quand vous développez votre projet, mais on ne parle pas que d'export, on parle aussi de financement, de réglementation, de mise en relation et de structuration, quel acteur contacter à quel moment. On essaie de vous donner toutes les bonnes clés au bon moment. Et aujourd'hui, donc, on va parler de l'internationalisation. Le webinaire donc, est enregistré, il sera diffusé sur YouTube, sur la chaîne de l'ANS. Et pour parler export, on ne pouvait pas être mieux accompagné que avec les experts de Business France. Donc merci à eux. Donc ils accompagnent au quotidien les entreprises françaises dans le développement à l'international et ils vont nous apporter une vision experte, concrète du terrain irlandais et les opportunités, les pièges et les bons réflexes à adopter. Donc je vais laisser la parole à Elodie. Donc Elodie, donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Business France et sur l'intro un peu macro sur l'Irlande? Merci beaucoup, Julien, et bonjour à toutes et à tous, et merci de nous rejoindre. Voilà effectivement un premier scope qui va être focus sur l'Irlande et pour pouvoir effectivement vous présenter ces éléments, comme l'a dit hein, Julien, sur aborder les premiers éléments macro, juste pour venir très rapidement sur Business France. Euh, Rebecca, si tu peux, voilà, déjà pour que vous puissiez voir qui sont les intervenants aujourd'hui, notamment pour vous présenter les différentes thématiques on a pu organiser. Donc, pour ma part, Elodie Genzi, je suis chef du département santé au sein de Business France Royaume-Uni et Irlande et présente sur le terrain depuis 10 ans pour accompagner les entreprises françaises dans leur développement. Et je suis accompagnée pour voilà, vous transmettre les tips sur ce marché de Louis de Rivoire qui est sur notre partie communication au sein de Business France et notre experte locale Rebecca Andréa-Berrer qui est présente sur le terrain à Dublin. Et nous sommes aussi accompagnés par Hugo Gratirola qui est au sein du cabinet Philippi plus pour vous apporter des éléments pratico-pratiques, réglementaires et implantation. Mais sans plus tarder, effectivement, vous donner un peu de perspective sur qu'est-ce que Business France, parce que voilà, on est un acteur important pour pouvoir vous accompagner dans votre développement à l'international. Business France, on est en fait au cœur de ce qu'on appelle la Team France Export. La Team France Export, c'est vraiment le partenaire clé des entreprises françaises pour leur développement à l'international. C'est vraiment un dispositif collectif qui réunit donc Business France, où on est effectivement dans plusieurs pays à l'étranger, hein, dans plus de 53 pays, et c'est 750 conseillers qui sont répartis dans ces pays pour pouvoir conseiller les entreprises. Les CCI en France qui sont là, mes portes d'entrée pour les entreprises et faire la connexion avec nous à l'étranger, mais aussi en lien bien évidemment avec BPI France, que notamment beaucoup d'entreprises dans la santé numérique connaissent pour pouvoir être accompagnés financièrement, et bien évidemment les régions avec les clusters qui sont présents de part et d'autre. Donc au niveau de ce dispositif qui est global, vous voyez effectivement tous les pays où on est représenté sur cette carte, c'est
plus de 12 500 entreprises qui ont été accompagnées en 2024 et effectivement, comme vous pouvez voir, avec un Net Promoter Score de 9 sur 10, ce qui est très bon pour une agence comme la nôtre. Et donc voilà, pour vous dire que où que vous ayez des ambitions, on va parler de l'Irlande aujourd'hui, mais où vous avez des ambitions, on est présent localement pour vous accompagner. Mais faisons un focus désormais sur le UK et l'Irlande, et plus spécifiquement Business France, UK et Irlande, parce que voilà, on est basé dans une dimension de zone. C'est une équipe qui est implantée sur les deux marchés avec Rebecca sur l'Irlande, qui est vraiment positionnée pour vous accompagner sur les enjeux de santé. Et au total, vous avez 35 experts sectoriels qui sont mobilisés pour vous aider dans le développement de votre stratégie d'entrée et aussi d'implantation sur l'Irlande. Et chaque année, il faut savoir qu'il y a différents événements qui sont réalisés pour pouvoir vous aider à monter en puissance et à vous connecter sur le marché. Et donc voilà, on a un véritable appui local pour sécuriser vos projets à court, moyen et long terme sur notre pays. Plus précisément, ça, c'est les éléments qu'on va aborder tout au long du podcast, que ce soit culture et communication, réglementation, market access. Mais allons sur la partie macro-Irlande en premier lieu. L'Irlande, il faut savoir que c'est un petit pays par sa taille, mais pour le coup, ça occupe aujourd'hui une place majeure dans l'économie européenne et mondiale. Certes, il y a 5 millions d'habitants, mais effectivement, il y a des données clés économiques qui en font un très grand pays. C'est en premier lieu une des économies les plus performantes de l'Union européenne. L'Irlande, c'est le deuxième PIB par habitant que vous avez en Europe après le Luxembourg. C'est l'équivalent de 106 000 US dollars, ce qui est plus du double de ce qu'on peut avoir en France. Donc, en termes de PIB par habitant, c'est extrêmement important. C'est également une croissance soutenue avec un excédent net budgétaire, ce que effectivement un grand nombre de pays européens aujourd'hui sont en recherche. C'est plutôt l'inverse. Et donc, c'est un signal qui est très, très rare en Europe pour vous dire en termes économiques que voilà, l'Irlande se porte bien économiquement. Cette performance s'explique aussi par un modèle économique qui est assumé et stable depuis plus d'une vingtaine d'années, qui est fondé sur une attractivité des investissements qui est directe étranger, notamment dans les grands secteurs, la tech et la santé. Et quand on parle de la santé, on parle notamment de la pharma et des medtech. L'Irlande, aujourd'hui, c'est un hub numérique mondial, notamment dans la santé. Ils accueillent effectivement énormément de sièges régionaux de grandes medtech et de pharma. Et il y a une activité industrielle, parce que ce n'est pas que des sièges qui sont commerciaux. On a effectivement aussi toute l'activité industrielle et les chaînes de provisionnement des grands groupes qui sont basés sur le territoire irlandais et à travers tout le territoire. On reviendra ça beaucoup plus en détail sur la partie sectorielle. Ce qu'il faut aussi savoir que pour l'Irlande, c'est un pays anglophone qui utilise l'euro, qui est dans l'Union européenne et malgré effectivement ces points-là, c'est aussi un pays qui est très ouvert sur les États-Unis par rapport à son histoire. Et donc, il y a une proximité avec les États-Unis et une pleine intégration qui est sur l'écosystème européen, ce qui fait que ça donne un rayonnement beaucoup plus internal et stratégique pour les entreprises françaises qui veulent se positionner sur ce pays, parce qu'ils peuvent vraiment être à l'intermédiaire entre proximité européenne et aussi proximité américaine, donc le meilleur des deux mondes du côté de l'Atlantique. Et il faut bien effectivement voir que les relations avec la France sont extrêmement solides et réciproques. Il y a effectivement la France qui est devenue un des premiers pays européens de projets d'investissement en Irlande, devant le Royaume-Uni. Plus de 340 entreprises françaises aujourd'hui sont implantées en Irlande, ce qui montre effectivement qu'il y a un rôle moteur aussi. Et c'est bien aussi de pouvoir se reposer sur cet écosystème qui est présent. Et enfin, voilà.
pour vous dire qu'il y a énormément de signaux qui sont positifs économiquement et aussi un bon terroir pour pouvoir s'y installer et dans une stratégie de développement international sur tout ce qui est santé digitale et numérique, ça a du sens d'être à la fois sur un marché européen, mais avec cette proximité américaine qui fait que ça peut effectivement être un vrai pas de lancement pour le grand export. Mais voilà, je ne veux pas trop en dire non plus sur la partie macroéconomique parce que l'essentiel, c'est de pouvoir être dans le pratico-pratique et de comprendre les enjeux localement. Et un des éléments les plus importants avant de rentrer dans le business, c'est de comprendre les bonnes pratiques communication. Donc, je laisse la parole à Louis pour vous donner vraiment les tips sur la culture et la communication en Irlande. Merci beaucoup, Elodie. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc de quelques éléments clés pour votre développement en Irlande sous le prisme de la culture et de la communication. Alors déjà, on va commencer par ce qui peut paraître peut-être comme une évidence, mais qui est toujours bon de rappeler, c'est que les Irlandais ne sont pas des Anglais, ne sont pas des Britanniques. Et cette identité par rapport à l'identité britannique reste un sujet qui est assez sensible, hein, et voilà, toutes les questions de frontières, d'héritage historique continuent d'alimenter le débat aujourd'hui. Donc, ne les confondez pas et ne mentionnez pas l'Angleterre en disant oui, je connais l'Irlande, j'ai été en Angleterre, ça ça n'est pas possible. Mais voilà, c'est plutôt un atout puisqu'effectivement ça reste l'Europe, c'est l'euro et tout ce qu'a mentionné Elodie précédemment. Alors, pourquoi ça va être important pour vous de communiquer correctement en Irlande? C'est toujours important, effectivement, mais spécialement pour une entreprise française qui veut s'implanter en Irlande. Ça va renforcer votre visibilité, évidemment, et la confiance qu'ont les Irlandais en vous et votre crédibilité. Les échanges commerciaux et les partenariats seront beaucoup plus fluides avec des messages qui seront clairs et bien adaptés aux demandes du marché local. On va les voir dans un instant. Et surtout, une réduction des risques de malentendus culturels et linguistiques. Ça, on va aller un petit peu plus dans le détail, mais c'est ce qui peut arriver très facilement, voilà, sans qu'on s'en rende compte. Donc, on va voir justement comment éviter ces écueils. On peut aller voilà, super sur la slide suivante. Alors, quelques conseils par rapport aux caractéristiques locales, les problèmes récurrents qu'on voit chez les francophones qui essaient de s'implanter en Irlande, c'est tout d'abord de parler de manière trop technique de leurs produits, de leurs solutions, de leurs services, avec aussi un jargon français qui est parfois traduit littéralement. Alors faites attention évidemment à vos traductions et puis traduisez-les aussi en anglais britannique. Alors je viens de dire que les Irlandais ne sont pas britanniques, mais l'anglais est britannique dans le sens où ça n'est pas un anglais américain, donc il y a quelques subtilités que vous connaissez peut-être, mais c'est voilà, généralement des S à la place des Z pour, je sais pas, visualisation. Donc voilà, faire attention à ça. Ne pas être trop rapide, bon ça c'est parfois aussi un petit peu sous l'influence du stress quand on pitch et qu'on est un petit peu anxieux, on a tendance à aller plus vite, donc ça c'est un conseil effectivement qui peut s'appliquer un petit peu partout. On est parfois pas assez centré sur le client, les bénéfices clients. Et ça, on va le voir dans les slides aussi suivantes. C'est vraiment mettre l'accent là-dessus, plus encore que sur l'aspect technique ou les spécificités techniques qu'on a justement souvent tendance à mettre en avant en France. Et un appel à l'action, le fameux CTA, Call to Action, qui peut être peu clair ou absent. Ça, c'est très important à la fin d'un pitch, à la fin d'un discours, d'un rendez-vous, de bien donner un appel à l'action. Ça peut être « je vous donne plus d'informations par email », ça peut être une prise de rendez-vous, ça peut être voilà, toutes sortes de choses, mais donner un petit peu les next steps. Donc, ce qu'on va privilégier, ça va être d'utiliser un anglais simple, hein, c'est pas la peine d'essayer d'aller, disons, au-delà de ses capacités. On peut utiliser des phrases courtes avec des idées claires, parler lentement, bien articulé et voilà, mettre les bénéfices avant les détails. Je vais vous donner des exemples de ça dans les slides suivantes très concrets. Et puis surtout, ne vous excusez pas pour votre accent. Ça, c'est, je crois, un petit peu partout dans le monde quand même que l'accent français est considéré comme charmant. Donc, profitons-en si ça peut mettre des points de notre côté.
Alors, quelques codes de communication pour voilà, maximiser sa stratégie en Irlande. En Irlande, c'est quand même généralement les conversations même d'affaires, de business, sont assez conviviales et informelles. Donc, on utilise le prénom assez facilement. Le you, je veux dire, le tu, ça a été peut-être mal inscrit ici, mais en tout cas, le tu est implicite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tu dans la langue anglaise, mais c'est l'esprit que je veux vous faire retranscrire ici. On a un espèce de tutoiement implicite. Un peu de small talk, hein, le fameux chit-chat qui est apprécié en début de rendez-vous, la météo, le week-end, le sport, tout ça, ça permet quand même de briser la glace et sans entrer dans des sujets trop personnels. On est évidemment poli, ça c'est normal, mais on va relativement rapidement droit au but. Voilà, on ne fait pas de long détour, on passe par ce petit chit-chat et ensuite on peut directement parler des choses concrètes qui nous intéressent. Et donc ça, je le disais un petit peu avant, on met vraiment l'accent sur ce que, vous allez, apporter au distributeur ou à l'importateur. Quels sont les potentiels de vente? Quelle est la demande des consommateurs? Quelles vont être les marges? Donc pas uniquement sur les caractéristiques de production, mais on oriente le discours sur les bénéfices. Malheureusement, le made in France, ne suffit pas à lui seul. Ça peut être un argument, voilà, notamment de qualité, de fiabilité, mais voilà, ça doit être appuyé par d'autres arguments concrets, hein. Le prix, la rentabilité, l'adéquation avec le marché irlandais, on va voir comment on peut le faire. Donc, faites-en mention évidemment, mais ne mettez pas ça comme votre principal, atout. Alors, le marché, irlandais est un marché où le storytelling est clé et c'est là où ça va peut-être beaucoup différer de ce qu'on peut faire en France où justement les caractéristiques techniques, et l'excellence, technique va être mise en avant. Ici, on va mettre en avant, eh bien une histoire. On peut développer ça, ensemble. Alors, par exemple, vous pouvez mettre en avant l'origine, la vision et l'expertise que vous apportez. Donc, par exemple, vous pouvez dire, développé en France par une équipe pluridisciplinaire associant médecins, ingénieurs et experts data, notre solution s'appuie sur plusieurs années de collaboration avec des professionnels de santé. Donc ça, c'est une mise en place. Voilà, on explique l'origine du projet, mais surtout, ce qui va être important, c'est de raconter ce que la solution permet de vivre ou permet de solutionner pas seulement ce qu'elle fait. Donc par exemple, notre plateforme permet aux soignants de gagner du temps au quotidien. Donc voilà, peut-être que ce gain de temps, il peut être fait de plein de manières différentes, mais c'est ça finalement comment dire? Ce qui va être apporté, par votre solution. Aux patients d'être mieux suivis à distance et aux équipes médicales de se concentrer sur l'essentiel, la qualité des soins. Donc vous voyez, ça, c'est un discours qui finalement pourrait, s'adapter à beaucoup, de solutions en réalité, mais c'est la finalité en fait de ce que vous pouvez apporter, une qualité de soin, un gain de temps, voilà une qualité de vie améliorée. Donc on ne vend pas une technologie nécessairement, mais une valeur d'usage et surtout une amélioration des parcours de soins. Donc du gain de temps, de la fiabilité, la sécurité, une simplicité d'usage, une expérience, patient améliorée et un impact mesurable sur l'organisation de santé. Donc voilà pour cette ça je pense que c'est vraiment un des messages clés. La culture, irlandaise est une culture de proximité. Voilà, c'est un pays qui est à taille humaine, qui s'assume comme tel. On a des écosystèmes qui sont assez, resserrés, on a des acteurs qui se connaissent bien. Donc ça, c'est bien pour vous parce que ça veut dire que vous allez pouvoir, rapidement vous faire des contacts une fois que vous avez le pied dans la porte et dans le secteur de la e-santé, ça se traduit notamment par des échanges assez directs, un accès aux décideurs, qui peuvent aller assez vite, à condition effectivement d'être bien introduit, bien parrainé et puis d'être, crédible. On a ici, une image, voilà des clichés, effectivement aussi à ne pas véhiculer sur les Irlandais. Ça, c'est une image qui a été produite par le musée de l'immigration irlandais. Donc voilà, les Irlandais avec ce côté un petit peu rustre, peut-être ce sont des clichés d'ailleurs qu'on a peut-être un peu moins en France, mais qui existent notamment en Angleterre, aux États-Unis. Et voilà, on voit que les Irlandais en fait sont des writers, thinkers, performers, des écrivains, des penseurs, et c'est effectivement le cas. Donc pour les entreprises françaises, c'est une vraie opportunité, voilà, de tester, ça Elodie le disait un petit peu aussi, de convaincre et de s'implanter rapidement, à l'international, à condition donc d'investir dans cet aspect relationnel, dès le départ. Alors voilà, maintenant pour aller plus loin,
faites en sorte du mieux que vous pouvez d'avoir votre contenu accessible en anglais, et donc enfin à votre audience irlandaise, et vous pouvez donc dès aujourd'hui vérifier si votre site internet, si votre brochure commerciale, si vos pages sur les réseaux sociaux pardon, vos profils LinkedIn, que ce soit les pages d'entreprise ou vos profils, les liens, les boutons, il y a beaucoup de choses à vérifier, c'est vrai, mais c'est important que tout soit accessible pour le marché irlandais. L'anglais irlandais, je le disais tout à l'heure, qui est quand même très proche de l'anglais britannique, versus l'anglais américain. Donc voilà, je mets des exemples: Airplane, Airplane, Optimize, Optimize. Bon, ça, ce sont des choses que vous pouvez peut-être vérifier assez facilement. On est là aussi pour vous aider avec ça si vous avez besoin. Et voilà, avec tous ces conseils, j'espère que vous pourrez vous développer au mieux en Irlande. Et je crois que je vais maintenant passer la parole à Hugo Gratirola de Philippe Lee. Merci Louis et bonjour à tous. Alors oui, je vais commencer d'abord par me présenter. Donc je m'appelle Hugo Gratirola, je suis avocat, sollicitor comme on dit en Irlande. Je travaille dans un cabinet sur Dublin qui s'appelle Philippe Lee. Et on intervient pas mal dans le domaine de la santé. L'un de nos clients principaux est d'ailleurs le service de santé irlandais, le HSE, le Health Service Executive. Donc on est amené à pas mal intervenir sur des questions relatives au domaine de la santé en Irlande. Je vais aborder plusieurs points. Alors on m'a demandé aujourd'hui de parler de l'aspect réglementaire du domaine de la santé en Irlande. Euh, il y a une liste de questions qui m'a été transmise à l'avance, donc je vous propose d'aborder ma présentation sous l'angle de ces questions et d'essayer de répondre ou de fournir des éléments de réponse euh, sur chacune de ces questions. Donc je vais commencer par la première. La première qui m'a été transmise, euh, c'est la suivante. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes des entreprises françaises à l'entrée sur le marché irlandais? Euh, alors, sur cette question-là, je dirais d'abord que je pense que, comme Louis l'a indiqué, euh, et comme, comme ça a été indiqué avant que je prenne la parole, je pense que c'est important de bien connaître l'organisation du système irlandais avant de chercher à s'implanter. Il faut bien comprendre l'organisation du système de santé, comment la santé fonctionne en Irlande. Et notamment, il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'acteurs, mais il y a un acteur majeur qui est le HSE, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le Health Service Executive, et la place que prend ce service en fait dans l'organisation du système de santé, les acteurs, les prestataires, les fournisseurs, la mise sur le marché d'un produit de santé ou d'un dispositif médical. Le HSI joue une place prépondérante, joue un rôle prépondérant euh, dans, dans ce monde-là. Et donc, il faut essayer de se renseigner et de chercher à comprendre ce système au maximum. Il y a d'autres acteurs qui interviennent et qui peuvent notamment s'avérer utiles lorsqu'on est une société, une entreprise étrangère qui cherche à s'implanter en Irlande. Je pense notamment, alors je crois qu'après moi, un autre intervenant va vous donner plus d'informations sur les acteurs clés, mais en termes d'acteurs, donc j'ai mentionné le HSI, mais je pense également à une association qui s'appelle Health Tech Ireland, qui intervient beaucoup dans le monde de la santé, encore une fois, et dont beaucoup de membres de l'association sont des, des sociétés internationales qui viennent de l'étranger, en fait. Euh, et souvent, on travaille régulièrement nous, avec Aztec Island, et souvent leur feedback vis-à-vis des intervenants étrangers est que si on veut vendre un produit, si on veut vendre son produit, il faut avoir le HSI de son côté. Ça aide beaucoup les choses. Donc encore une fois, comme Louis l'a mentionné, l'Irlande, c'est un petit monde. Donc si on arrive à être en contact avec les bonnes personnes, ça peut grandement vous aider. Il y a d'autres acteurs comme la Irish MedTech Association qui peuvent aider également, ou le Health Informatics Society of Ireland qui interviennent. Donc voilà, il y a plusieurs acteurs comme ça vers qui on peut se tourner quand on se pose des questions. Ces acteurs-là ont des sites web avec de la documentation et ça mérite d'y jeter un œil parce que ça permet d'essayer de piocher ou de glaner des infos qui peuvent être utiles à votre cas spécifique. Donc,
Donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Il faut bien comprendre qu'il y a une division sur le marché irlandais entre le secteur privé et le secteur public. La majorité des patients passent par le secteur public, donc par les institutions et les hôpitaux et les organismes qui sont gérés par le HSI. Euh, le, le- et après, il y a aussi des organisations privées qui passent par des professions libérales et des hôpitaux privés qui, là, en général, sont fréquentés souvent par des patients qui bénéficient d'une assurance santé privée, en fait. Euh, Lorsqu'on veut passer par le système public, on va très certainement avoir affaire au système d'appel d'offres, à la réglementation en matière d'appel d'offres qui découle essentiellement de la réglementation européenne. Donc des règles sont peut-être similaires avec ce qu'on peut voir en France. Il y a un système de seuil où si on est en dessous d'un certain seuil, les règles changent. Euh, Là, encore une fois, c'est un peu au cas par cas, donc je vous propose de ne pas rentrer dans ce niveau de détail sur cette présentation-là. Il y a une distinction à faire aussi entre le fait de vendre son produit et euh, d'accéder en fait au marché. En Irlande, c'est un marché petit, les temps de décision sont assez longs, on est très basé sur le relationnel. Et, euh, et donc, un réflexe français, ça peut-être être de surinvestir dans le produit avant d'avoir validé le chemin d'adoption et le chemin d'accès au marché. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Euh, il faut éviter aussi, je pense, de négliger la conformité initiale. Il y a un effort de conformité et ça peut représenter des coûts euh, au départ qui est à faire, que ce soit sur le plan du traitement des données personnelles, notamment les données de santé, la conformité au RGPD, ces choses-là, l'hébergement des données, la sécurité attachée à ces données. Là, je parle vraiment, je me concentre vraiment sur des problématiques de santé numérique, hein, quand on propose un produit qui est dans le monde de la santé numérique. Euh, et donc, le fait d'être pas préparé sur ce plan-là, sur le plan de la conformité, ça peut causer des retards pour la mise en place et l'entrée sur le marché et la mise à disposition de son produit. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Euh, il y a aussi des coûts d'implémentation qu'on pourrait qualifier d'invisibles qu'il faut aussi prendre en compte. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la mise en conformité, ce qui va potentiellement supposer de se faire conseiller, peut-être par un cabinet d'avocats ou par un spécialiste du domaine, euh, de prendre en compte éventuellement le temps de négociation commerciale, avec les différents acteurs. Ça aussi, ça peut représenter des coûts. Donc, voilà, ce qu'il faut savoir, moi je dirais que l'Irlande est favorable aux investisseurs de façon générale, mais administrativement, ça peut des fois il y a peut-être un peu de lourdeur de temps en temps. Et aussi, vous l'aurez compris, il faut plusieurs partenaires, c'est-à-dire qu'il faut essayer de parler au plus grand nombre de personnes possible et ne pas se reposer sur un seul partenaire sans stratégie claire, parce que c'est un petit monde et c'est un système qui est beaucoup basé sur les relations. Ça, c'est pour la première question, donc les erreurs fréquentes. La deuxième question qui m'a été donnée, c'est est-ce que le marquage CE le marquage CE est-il suffisant ou existe-t-il des exigences spécifiques côté irlandais? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le marquage CE, encore une fois, ça découle beaucoup de la réglementation européenne. Donc, la réponse à ça, je dirais, c'est que euh, c'est que le marquage CE est essentiel, mais en fait, il ne suffit pas. Alors, si vous avez le marquage CE, c'est très bien. Euh, il y a des dispositions réglementaires qui cherchent à transposer la réglementation, le règlement CE, le règlement européen CE, et on a des dispositions spécifiques qui ont été prises par voie réglementaire en Irlande qui transposent et qui viennent supplémenter le règlement européen en la matière. Euh, donc, si vous avez le marquage CE, c'est très bien, mais en soi, ça ne sera pas suffisant parce que ce n'est pas suffisant à sécuriser l'entrée sur le marché, en fait. Euh, Par exemple, pour les solutions numériques en matière de santé, euh, et de façon générale aussi pour les produits de santé, il y a une autorité qui s'appelle le Health Product Regulatory Authority, HPRA, qui est en charge justement
de mettre un focus et de contrôler les produits de santé qui sont mis sur le marché. Et en matière de solutions numériques, il y a une problématique qui se pose, qui est de vérifier si le logiciel en question, la solution numérique en question, entre dans la définition de ce qu'on appelle un dispositif médical, un medical device en anglais. Il y a des guidelines qui ont été publiés, il y a une note qui a été publiée par le HPRI sur le sujet qui peut vous aider, donc ça vaut peut-être le coup d'y jeter un œil pour savoir si, euh, si votre solution, si votre logiciel, si votre software constitue un medical device au sens de la législation et de la réglementation irlandaise. L'idée générale, le principe, grosso modo, c'est que euh, si le logiciel se limite à fournir des informations générales aux patients, à ce moment-là, il y a peu de chances que ça représente, que ça constitue un dispositif médical. En revanche, si le logiciel analyse ou manipule des données cliniques ou aide au diagnostic ou aide à déterminer un traitement sur un patient, potentiellement, on va tomber dans la catégorie medical device et la réglementation va s'appliquer en conséquence. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Euh, donc comme je le dis, le vrai sujet, c'est pas seulement le marquage CE, mais c'est la qualification juridique du logiciel et sa classification, puis son alignement avec les exigences en matière de procurement, de traçabilité, de gestion des risques, enfin la réglementation qui s'applique euh, à ça. Donc voilà, c'est quelque chose à bien prendre en compte, à bien prendre en compte également. Ensuite, ça c'était pour ma deuxième question concernant le marquage CE. Euh, la troisième question qui m'a été donnée, c'est la suivante. Existe-t-il des financements irlandais ou européens? Non, excusez-moi. Comment les données de santé sont-elles gérées en Irlande? Y a-t-il des spécificités à anticiper? Alors là-dessus, ce que je dirais, c'est que euh, le RGPD s'applique de la même manière qu'il s'applique dans les autres États membres de l'Union. Le RGPD s'applique. Il est complémenté par une loi qui s'appelle le Irish Data Protection Act, qui remplace pas le RGPD, mais qui est là pour le complémenter. Donc, il y a des dispositions additionnelles ou des fois qui viennent affiner ce que dit le RGPD. Euh, le RGPD, le régime que vous connaissez probablement déjà, va s'appliquer avec le système de responsable de traitement, la finalité du traitement, la base légale sur laquelle on doit se reposer, notamment en matière de données sensibles, le fait de- d'exiger une traçabilité juridique, une mise en conformité organisationnelle, de protéger les données. Euh, toutes ces questions-là donc sont à prendre en compte de la même manière, je pense, qu'on le fait en France. On se repose peut-être moins sur le système de consentement. En Irlande, il y a d'autres bases juridiques sur lesquelles on peut se reposer. Ça suppose, en fait, je pense, une analyse fine de la finalité du traitement des données, de pourquoi on a besoin de ces données, qu'est-ce qu'on en fait. Euh, donc, je pense que quand on veut accéder au marché irlandais, il faut être capable de pouvoir démontrer qu'on a pensé à tous ces points-là. Quelle sécurité on a mis sur ces données? Est-ce qu'on minimise la quantité de données qu'on collecte? Qui a accès à ces données? Est-ce qu'on a des sous-traitants? Où est-ce que ces données sont-elles hébergées? Je pense que c'est des problématiques à prendre en compte. D'autant que voilà, l'Irlande est très attentive sur ce plan-là. Et donc, il faut penser à la gouvernance, en fait. Est-ce qu'on a besoin de, de- par exemple, conduire une étude d'impact sur le produit qu'on souhaite mettre sur le marché, euh, l'impact du traitement, l'impact que ça aura sur le traitement des données, enfin, toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est la partie RGPD. Il y a un autre élément, je pense, à prendre en compte quand on parle de données, et qui est bon de savoir, c'est que je sais qu'à l'échelle européenne, il y a un processus pour la mise en place de ce qu'on appelle le, le European Data Space, euh, le EU Data Space. Et ce processus est entamé en Irlande, mais il n'est pas encore, on n'a pas encore de single patient record, de data space à proprement parler. Le HSE est en train de travailler là-dessus. On envisage que ça sera mis en place d'ici 12 à 18 mois, mais pour l'instant, on n'a pas de certitude, donc c'est pas encore tout à fait là. Voilà, donc ce qui veut dire en fait qu'en matière de traitement de données, le responsable de traitement des données du patient va se faire au cas par cas, donc ça pourra être l'hôpital, ça pourra être
le médecin lui-même, son cabinet médical. Enfin, il n'y a pas de système étatique ou centralisé euh, dans ce domaine-là. Ensuite, ça c'était. Je passe à la question suivante. Existe-t-il des financements irlandais ou européens accessibles aux entreprises étrangères qui s'implantent? Alors, la réponse est oui. Euh, En fait, il y a plusieurs interlocuteurs à qui on peut s'adresser. D'abord, le HSI, lorsqu'on fait de la recherche, ils ont des systèmes de financement en matière de recherche. Ils ont des programmes de financement. Donc là aussi, ça vaut peut-être le coup de creuser la question et de se renseigner un petit peu de votre côté. Souvent, elle se fait euh, lorsque vous êtes un acteur qui va travailler en conjonction en fait, avec le secteur public, que vous allez bosser avec le HSI, avec des hôpitaux publics. Souvent, ça se fait dans ces conditions-là. Euh, à part le HSI, il y a d'autres acteurs à qui on peut s'adresser. Il y a ce qu'on appelle le IDA Ireland, Irish Development Agency, qui est souvent là pour aider les entreprises étrangères à s'implanter en Irlande. Eux aussi, des fois, ils ont des systèmes de bourse ou de soutien financier qui peuvent être disponibles. Euh, Si on passe par le biais d'une société irlandaise, c'est-à-dire si on s'implante en Irlande en créant une société irlandaise, il y a un autre organisme qui s'appelle Entreprise Irlande qui peut aussi fournir des formes de financement et des différents programmes de soutien. Euh, Souvent, en fait, pour une entreprise française qui ouvre une présence en Irlande, je pense que le bon réflexe, c'est de regarder les dispositifs liés à l'investissement, à l'emploi, à l'innovation et à la digitalisation de ce qu'on va faire et de notre produit, plutôt que de raisonner uniquement en termes de subvention de produits. Donc, il y a vraiment une question de qu'est-ce qu'on va créer en Irlande? Est-ce qu'on va créer de l'emploi? Est-ce qu'on va investir? Est-ce qu'on va créer de la richesse, apporter de la valeur? Souvent, c'est sous cet angle-là qu'en fait, on va débloquer des financements. Euh, voilà, donc je dirais que voilà, l'Irlande, ce n'est pas un marché sans aide, mais c'est un marché où les aides existent, surtout pour les entreprises qui démontrent une vraie implémentation et un effet de levier économique local. Donc voilà, c'est quelque chose à retenir. Et enfin, je vais aborder maintenant la dernière question qui traite plus l'angle fiscal. Et la question est la suivante. Le cadre fiscal irlandais a-t-il un impact particulier pour une entreprise française qui exporte vers l'Irlande? Alors, euh, de façon générale, il faut savoir que exporter vers l'Irlande, ça peut se faire de manière fiscalement efficace, j'ai envie de dire. Et ça pose essentiellement des questions de TVA, des problématiques de TVA. Et aussi une problématique liée à la question de l'établissement principal. C'est-à-dire, pour une société française qui exporte ses produits vers l'Irlande, il n'y a pas nécessairement besoin de créer une présence physique et la fiscalité est assez favorable dans le sens où il n'y a pas de droit, il y a pas, il y a pas de droit de douane, mais ça c'est à l'échelle européenne, donc c'est sûrement quelque chose que vous savez déjà. Euh, il y a une TVA qui va s'appliquer. De temps en temps, la TVA ne va pas s'appliquer en ce qui concerne les dispositifs médicaux. Il y a des dispositions qui font que des fois la TVA ne s'applique pas. Sinon, le taux de TVA est à 23%. Et souvent, en général, s'il y a une importation, l'entité irlandaise qui importe le produit prend en charge la TVA. Ce que je veux dire par là, c'est que en tant que société française, vous n'avez pas à vous enregistrer ou à obtenir un numéro de TVA irlandais pour pouvoir exporter votre produit. Donc, ça peut être intéressant sous cet angle-là. Donc, ça, c'est pour la question de TVA. Ensuite, il y a la question, alors là, c'est un potentiel risque auquel il faut faire attention, c'est la question de l'établissement permanent. C'est-à-dire que si, en tant qu'entité française, en tant qu'entreprise française, euh, en tant qu'entreprise française, vous déployez des équipes, des employés, vous avez du staff, que vous avez une présence assez substantielle en Irlande, ça peut parfois donner lieu à ce qu'on appelle un établissement permanent, ce qui fait que le chiffre d'affaires que vous allez générer
le revenu que vous allez générer en Irlande va être soumis à une imposition à l'irlandaise par le biais de l'impôt sur les sociétés irlandais, en fait. Euh, et ça peut s'appliquer même si vous établissez pas, même si vous ne créez pas de société irlandaise. Donc là-dessus, des fois, il faut faire attention. Ce à quoi s'attache l'administration irlandaise, l'administration fiscale irlandaise, c'est la présence substantielle. Donc comme je vous le dis, c'est si vous avez du staff et que ce staff est là pour conclure des contrats, qui sont là de manière régulière, qu'il y a des bureaux, ça peut donner lieu à une imposition à l'irlandaise. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a un traité, il y a une convention fiscale entre la France et l'Irlande qui permet d'éviter les doubles impositions. Donc là aussi, des fois, ça peut rentrer en ligne de compte et faire en sorte que ce que vous avez payé en France, vous n'avez pas le payer en Irlande et vice-versa. Et, euh, enfin, euh, je vais terminer par indiquer ce que vous savez peut-être déjà, qui est que l'IS en Irlande, l'impôt sur les sociétés en Irlande est à 12,5%. Donc ça peut être très intéressant, euh, particulièrement en comparaison à celui de la France. Et ce taux de 12,5% peut tomber, encore une fois, vous pouvez le faire baisser lorsque vous faites de la recherche et développement. Il y a des systèmes de crédit d'impôt, ou pareil, en matière de propriété intellectuelle, il y a des structurations à faire qui fait qu'on peut faire tomber jusqu'à 6% le taux d'IS. Donc voilà, ça peut être intéressant. Voilà pour moi, j'espère que mes réponses, j'espère que vous avez trouvé ça utile et je reste disponible si vous avez des questions. C'était très Merci bien. beaucoup, Hugo. Merci Hugo. Donc je vois que le temps passe, il nous reste encore 15 minutes. Et donc la vraie question, c'est une fois qu'on a passé toutes ces étapes, c'est comment on réussit concrètement à entrer sur le marché. Donc on va essayer de faire court, mais avec beaucoup d'informations, avec Rebecca. Et donc pour une première question, c'est en une phrase, pourquoi l'Irlande plutôt qu'un autre pays anglophone pour une health tech française par exemple? Alors déjà, pour répondre à la question en premier lieu, je dirais déjà pourquoi l'Irlande? Actuellement, depuis du coup le Brexit, c'est le seul pays anglophone, européen. Et du coup, je vais aussi me baser sur le rapport, économique, franco-irlandais qui s'est déroulé l'année dernière de 2025 où on demandait aux sociétés françaises pourquoi elles sont en Irlande et pourquoi elles sont restées en Irlande. Donc forcément, comme Hugo l'a pu le dire, il y a forcément un avantage, économique et fiscal d'être basé ici, mais c'est aussi, un pays, preneur d'innovation. Et c'est un petit pays, donc ils sont à la recherche, d'innovation, d'innovateurs et de solutions, européennes. Et c'est aussi un pays stable. Donc, c'est un pays où il est agréable de se développer, aussi bien du coup d'un point de vue, d'entreprise, mais aussi personnel. Et ensuite, pour la health tech en général, c'est un petit pays, mais à fort potentiel. Donc vous allez pouvoir tester votre solution de manière, on va dire, plus facile et plus accessible que pour d'autres pays anglophones. Donc quand je vais parler de pays anglophones, ça va être forcément, le UK et les US, mais l'Irlande peut aussi servir de tremplin par la suite. C'est un argument d'autorité que vous allez pouvoir, utiliser. Beaucoup d'entreprises fonctionnent d'un point de vue insulaire, donc on va parler de la République et de l'Irlande du Nord. Alors dans tout ce qui va être santé, c'est 2 systèmes de santé différents, mais la jonction se fait, assez simplement. Donc quand vous allez avoir les codes irlandais, même s'il ne faut pas trop le dire, les codes irlandais se rapprochent des codes britanniques et ça reste des pays anglo-saxons. Donc ça vous permettra aussi par la suite de faire le pont aussi bien avec le UK qu'avec les US. Et concernant le système irlandais, comment il fonctionne? Est-ce qu'il y a des grosses différences? Alors, pour le système de santé, en quelques grosses data, on est sur 26 milliards d'euros, et donc c'est un budget qui a augmenté de près de 50 depuis 2018. Donc forcément, ça a été poussé, par le covid, mais aussi par une volonté du gouvernement irlandais, en fait, qui voit qu'il y a des tensions structurelles. Donc, le pays, en fait, l'Irlande, géographiquement a des disparités énormes. Et donc ils ont mis en place le Sláintseachar, avec une partie forcément pour le digital, pour du coup promouvoir la santé, et aussi du coup, le numérique dans la santé. Donc ça va s'orienter autour de 3 axes qui sont en réalité assez communs à tous les pays de l'Europe de l'Ouest. Ça va être de déplacer l'hôpital vers la communauté, le papier vers le digital et le curatif au préventif. Donc c'est des opportunités pour les boîtes françaises de se positionner dans ce contexte-là, mais aussi positionner son argumentaire dans ce contexte-là. Donc quand vous allez, parler de votre innovation, il faudra toujours penser à: est-ce que je leur fais gagner du temps? Est-ce que je leur fais gagner de l'argent? Est-ce que je leur fais gagner aussi, des lits à l'hôpital? Donc là, je parle vraiment du système de santé. C'est aussi un système mixte. Donc mixte, ça signifie qu'il y a une partie publique et une partie privée.
Hugo a pu vous donner quelques éléments à ce niveau-là. Donc le système public, forcément, ça touche plus largement la population, mais ceux-ci des cycles de vente plus longs. Donc comment ça se passe donc d'un point de vue patient? Donc c'est réglementé par le ministère de la Santé, supervisé par le fameux Health Service Executive qui est la HSE et qui a divisé du coup la République en 6 régions différentes. Donc vous allez avoir par exemple un Dublin qui n'a pas du tout les mêmes besoins que l'Irlande de l'Ouest. Donc même s'il y a une volonté de nationaliser, d'avoir une stratégie nationale, votre innovation peut être bien plus prenante du côté de Dublin qu'au sud, ou inversement bien plus preneuse au sud qu'à Dublin. Donc d'un point de vue patient, ce qui se passe, c'est que sur 100% de la population, vous avez un ticket modérateur, donc qui va être environ de 50 € quand vous allez chez le médecin généraliste et 100% pour les urgences. Et pour 40% de cette population, en fonction de critères socio-économiques, vous allez avoir une medical card ou une GP card qui leur permet d'avoir un accès gratuit, du coup, soit aux urgences et médecin généraliste. Et du coup, vous, en tant qu'entrepreneur, comment vous insérez dans cette partie publique? On parlait d'appels d'offres. Donc la HSE rassemble tous ces appels d'offres. Vous avez 6 catégories marquées. Donc vous avez une partie imagerie, vous avez une partie plus digitale. Elles sont publiques et très souvent ouvertes au niveau européen. Et ils sont très preneurs de vos questions. Quand vous remplissez, n'hésitez pas à contacter les personnes et ça feront un plaisir de détailler ensemble avec vous ce qu'ils attendent. Donc c'est bien aussi quand vous postulez d'avoir ce feedback pour être sûr de bien vous positionner et de répondre en fait correctement à l'appel d'offres. De l'autre côté, vous avez le système privé. Donc forcément, il y a beaucoup de temps d'attente, des tensions à l'hôpital qu'on ressent aussi en France. Donc le système privé s'est développé à côté. Et le système privé, il faut savoir que du coup, vous avez 100% de la population, 40% qui a une carte et 50% qui a souscrit une assurance privée. Donc c'est énorme. Les patients vont se diriger dans le système privé de manière plus ponctuelle. Donc ce qui va être pour tout ce qui va être imagerie, pour tout ce qui va être soins dentaires, opérations, consultations spécialisées. Vous allez avoir du coup des besoins plus ponctuels et aussi avec un plus fort pouvoir d'achat. Donc typiquement pour des innovations en digital, cela peut être aussi une bonne porte d'entrée, même si du coup votre cible sera plus restreinte. Et finalement, pour tout ce qui va être digital de manière concrète et tout, on va dire rassemblés. Donc différentes portes d'entrée. Vous avez du coup l'hôpital public avec la HSI, les hubs d'innovation. Vous pouvez aussi directement vous adresser à des hôpitaux. Par exemple, le St. James Hospital, c'est l'hôpital public le plus gros de Dublin. Et en parallèle, vous avez tout ce qui va être privé. Donc typiquement le Mater Private Network, qui est un réseau d'hôpitaux privés. Et au niveau des tendances clés, un point que j'aimerais souligner, c'est que dans tout ce qui va être digitalisation des dossiers patients, l'Irlande est le plus bas de toute l'Union européenne. Ils sont encore très papier. Donc c'est un énorme levier qu'ils souhaitent régler d'ici à 2030, auquel il faut se positionner. Vous allez avoir aussi tout ce qui va leur faire gagner du temps et de l'argent, donc l'aide au parcours patient, la prescription électronique, tout ce qui va être santé mentale. En Irlande, quand on parle de santé, on parle de health and well-being. Donc vous avez aussi la partie bien-être qui est énorme et auquel il faut penser à se positionner de manière plus transverse, tout ce qui va être cybersécurité et infrastructure. Et tu parlais que c'était encore très papier. Et justement, c'est quoi? On parle d'innovateur, mais c'est quoi le profil type de l'innovation santé qui matche bien avec le système de santé irlandais? Et comment s'y insérer? Alors, je vais reprendre un peu tous les codes qu'on a pu Ouais. parler en auparavant. C'est vraiment comprendre la culture et le besoin. L'innovateur, on va dire parfait, serait là qui n'a pas une seule stratégie, mais qui a plusieurs portes ouvertes et qu'il a su adapter en fonction de son innovation. J'aimerais aussi parler certes, l'innovation peut être hyper novatrice, mais il faut qu'elle soit connectable et qu'il y ait une interconnectivité avec le système de santé actuel. Donc, il faut voir si l'innovation, elle a beau être disruptive, il faut qu'elle puisse, à l'instant T, ou du moins dans un contexte proche, savoir s'implanter et s'intégrer dans le système de santé actuel. Ok. Et enfin, est-ce qu'il y a des secteurs où une solution française aurait un avantage immédiat sur les marchés biotech et medtech?
Du coup, ça dépend vraiment de votre innovation vers quel public et quel secteur elle se destine. Donc là, on a parlé beaucoup système de santé, mais il y a aussi des cibles biotech et medtech. On oublie souvent, mais l'Irlande, c'est le 3e exportateur mondial de produits pharmaceutiques. Donc ça, il y a un contexte forcément fiscal, il y a un contexte forcément géographique. On a 24 plutôt sur les 25 des plus gros Big Pharma qui sont implantés en Irlande et de manière assez répartie dans le pays. Donc il n'y a pas forcément de concentration même. Donc si vous avez une solution, alors donc Élodie le disait, vous avez donc des sièges stratégiques, donc des sièges européens de ces Big Pharma, mais vous avez aussi des sites manufacturiers. Donc vous pouvez aussi bien vous positionner du côté R&D recherche, donc avec des choses qui vont potentialiser la recherche, des innovations health tech qui vont faciliter la R&D, mais aussi tout ce qui va être supply chain. Du côté manufacturier. Et au niveau des portes d'entrée, donc vous avez forcément les Big Pharma, vous avez aussi tout ce qui est CDMO, qui peut être aussi des arguments d'autorité et des portes peut-être plus faciles, ainsi que tout l'écosystème académique et les clusters. On a parlé du BioPharmChem, on a parlé aussi, par exemple, il y a l'ALMAC ou d'autres organisations qui sont très présentes. Et ce qui est idéal en Irlande, c'est qu'il y a une grosse interconnectivité entre les entreprises et le monde de recherche universitaire et autres. Et du coup, pour le côté medtech, on va dire dispositifs médicaux rapidement, pareil, vous avez une grosse concentration d'entreprises, des plus grosses, qui là vont se faire plutôt du côté de Cork et Galway, de manière géographique. Et donc là, on va plutôt cibler tout ce qui va être diagnostic imagerie, toujours dans cette idée de coût, temps, limiter le temps d'hospitalisation, dispositifs connectés, de soins de plus en plus personnalisés et forcément de manière transverse la cybersécurité. Donc quand on parle d'aller en Irlande, quand vous travaillez avec ces gros groupes, la plupart de ces gros groupes en fait exportent par la suite sur les marchés américains et européens. Donc là, on ne cible presque plus pas seulement un public irlandais, mais des entreprises internationales qui ont juste une présence majeure en Irlande. Et pour ce faire, vous avez du coup la MedTech Irish Association dont Hugo parlait. Vous avez aussi le CURAM qui est un centre de recherche dédié aux medical devices. Donc comme dit, plusieurs portes à aller toquer. Parfait, merci. Donc pour conclure, j'aurais deux dernières questions dans les 5 minutes qui nous restent. C'est d'ailleurs quel est le conseil que vous auriez aimé recevoir avant de vous lancer en Irlande? Alors, je sais, I'm trying to make it short and sweet dans les 5 minutes. On parlait un peu de l'innovateur parfait. Je dirais que donc c'est bien identifier les différentes portes d'entrée, aussi bien donc plutôt les gros groupes, plus petites entités locales, pas négliger la portée académique. Parce que comme je disais et je le répète, il y a une grande communication qui se fait entre les deux et c'est la richesse de l'Irlande. C'est un petit pays, donc ça permet de cibler plus rapidement la bonne personne. Voilà, on dit souvent que chaque Irlandais connaît un ministre ou a été en classe avec un ministre, c'est presque le cas. Donc vraiment se baser sur la force locale et potentialiser cela peut-être en venant à différents événements. Typiquement, il y a souvent des congrès MedTech à Galway et aussi par la suite adapter sa communication à la culture. Et lorsque vous venez en tant que Français, un des messages qu'on porte, aussi bien l'ambassade que Business France, c'est que maintenant, désormais, depuis le Brexit, la France est le voisin européen le plus proche de l'Irlande. On a aussi un lien historique énorme avec tout ce qui va être normand et breton, mais les Irlandais aiment bien les Français, donc il faut un peu en profiter. On est reconnu pour nos talents, pour notre expertise, et ça nous permet d'avoir cette crédibilité européenne, internationale et surtout mondiale. Et ouais, j'avais une autre question, mais je pense que tu y as répondu là. C'était ce que Google ne vous dira jamais sur l'Irlande, mais que vous avez appris sur le terrain. Alors moi, c'est peut-être plus personnel de mon expérience sur l'île Émeraude. Donc c'est un pays anglo-saxon avec une culture anglo-saxonne. Donc c'est pas des latins. Il n'y aura pas de rendez-vous de curiosité. Quand ils vous parlent et qu'ils répondent, c'est qu'il y a un réel intérêt derrière. Ils sont très accessibles. Une Guinness aide toujours, ou une Guinness 0. Donc il y a toujours ce small talk, mais en parallèle, il y aura aussi le côté qu'ils ont du mal à dire non. Même s'ils vont à un événement qui leur plaît pas, ils vont diront que ça leur plaît. Donc c'est à savoir en tête et peut-être à adapter leur réponse à avoir ses connaissances culturelles. Et de l'autre côté, c'est que c'est un pays qui reste profondément européen et de plus en plus. On fête cette année les 10 ans du Brexit. Et récemment, donc là c'est par rapport au UK et par rapport récemment à tout ce qui se passe aux US, ces deux gros liens historiques, l'Irlande se repositionne vraiment avec l'Europe et du coup par l'intermédiaire avec la France.
Bon, bah, en tout cas, merci à tous. Donc, l'heure touche à sa fin. Donc, je ne sais Retourne. pas s'il y a des questions dans le chat, j'en ai pas vu. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Et pendant que vous posez vos questions, j'en profite pour remercier tout le monde pour cet épisode dédié à l'Irlande. Merci à Elodie, Louis, Hugo et Rebecca pour ces conseils et les réponses sans filtre. Et, euh, et en tout cas, moi, je vois qu'il n'y a pas de questions. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode du podcast. Et petit teasing, ce sera direction les UK. On en a beaucoup parlé. Notre voisin. Allez voir les voisins. En tout cas, merci à vous. Et là, sur le slide, vous voyez les contacts.